Et quand je recroise les gens dans la boîte, souvent ils me reparlaient de cette histoire-là. Ça faisait vraiment son effet, et tu sentais qu'en fait les gens avaient complètement changé leur façon de voir les choses. Tu sentais que ils voulaient chercher vraiment le truc qui allait pas, et quitte parfois à aller presque un peu trop loin. Puis c'est moi qui les temporisais en mode non, attends, ça c'est un truc, c'est un peu un impondérable, on peut pas y faire grand-chose. Ah ouais, t'es sûr? Parce que donc tu sentais qu'ils étaient vraiment motivés quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici, on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, on est avec Robin. Salut Robin. Salut Arnaud. Pour ce nouvel épisode, on va encore parler de Lean, on va encore parler des usines, d'amélioration continue, le mot français. Robin, tu m'as dit que tu avais écouté un épisode, tu sais que j'ai une question fétiche. J'aime bien demander aux gens comment ça va. J'aime bien qu'on commence par un peu, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. J'aimerais bien savoir, toi en ce moment là, on est à fin janvier, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, comme on dit, qu'on a l'habitude de dire. Non, franchement, à l'heure actuelle, bon, avec tout ce qui se passe, on pourrait se dire ça va pas, tout ça. Non, moi je relativise plutôt sur mon sort. Je suis content, j'ai un boulot qui me plaît, j'ai une bonne situation. Enfin, moi ça va même très très bien. Tu relativises, top. Voilà, c'est cool. Si on t'a fait venir, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as une petite expérience de Lean. Alors moi, ce que j'aime bien avec les profils d'invités comme toi, c'est que t'as pas forcément des années et des années d'expérience. Enfin, ça fait pas 20 ans que tu fais du Lean. non, pas trop. Ça fait quelques années, mais j'aime bien aussi apporter un regard neuf et puis qu'on dise aussi que l'amélioration continue, c'est pas réservé que aux experts. Il peut y avoir des jeunes qui en font. Totalement, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de l'amélioration continue en usine? Alors, moi, je suis fraîchement diplômé, c'est promo 2019. Donc, tu vois, en 2022, de l'amélioration continue, j'en fais donc depuis 2-3 ans. À la grosse louche. Donc, après, j'ai touché un peu à ça du doigt avant évidemment ma diplomation, mais c'est comme tu dis, c'est assez récent. Et du coup, tu as commencé, j'imagine, par faire ton stage de fin d'études où tu as pu mettre ça en pratique et où tu as pu commencer déjà à te confronter au terrain. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu es arrivé là pour faire ton stage de fin d'études, je vois, de 9 mois, tu étais le seul à faire du Lean dans la boîte ou pas? Souvent, c'est ça dans les petites boîtes. Alors, oui et non. Alors, en tant que stagiaire, en tant que personne qui faisait du Lean, avec le mot Lean, ouais, j'étais la seule personne à essayer d'implémenter 2-3 trucs. Mais j'ai été mon tuteur sur ce stage-là, c'était le responsable de production de l'époque. Okay. C'était donc monsieur Quentin Barbillot, qui lui était totalement persuadé de l'efficacité, de l'intérêt de l'implémentation du Lean dans les entreprises. Et ça a été un peu mon mentor durant ces 8-9 mois où il m'a bien coaché. J'ai appris énormément de choses avec lui, et je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui je continue à faire du Lean. Lui, ça a vraiment été un peu une révélation, quoi. Au niveau du Lean, il m'a un peu montré tout le panel des choses et des possibles avec ce type de méthode, les différents outils associés au Lean. Donc, un stage gros big up. Voilà, c'est ça, gros big up. C'est un peu comme quand on a... moi, je me souviens, j'avais une prof de maths au lycée qui m'a fait tomber amoureux des maths.
Et je pense que sans elle, alors du coup je me souviens même plus de son nom de famille, donc ça craint, mais c'est pas grave, on lui fait quand même un gros big up. Peut-être qu'elle se souvient de moi. Ouais. Si elle tombe sur cet épisode au hasard. C'était au lycée à Toulouse, à Saint-Orens-de-Gaméville, et j'ai oublié son nom. Mais c'est vrai que c'est ouf quand on a des gens qui nous donnent cette envie-là, ça rend les choses aussi beaucoup plus limpides. Tu dis que Ah ouais, ouais. c'était le seul avec qui poussait vraiment, c'est moi qui ai entendu ce que je voulais Non, entendre. non, c'est ça. C'était vraiment en fait toute la démarche Lean qui avait été implémentée dans cette boîte. Enfin, c'était vraiment un peu son bébé, quoi. C'est-à-dire Et que pour te recontextualiser un peu le truc, c'était une boîte qui avait 200 ans d'histoire. Donc en fait, quand tu arrives dans ce genre putain, d'entreprise-là, le Lean, ils en ont pas entendu parler des masses. Donc en fait, lui, il est arrivé et son tour de force, ça a été vraiment de mettre en place cette philosophie-là, quoi. c'était une boîte de combien de personnes? 50 personnes, 200, 800? Alors, c'est une boîte de entre 200 et 250 personnes. Ok, donc déjà Et puis, une belle PME ETI. Et voilà, tu c'est dis, ça. tu vois, pour creuser un peu plus dans des contextes, c'est les contextes qui sont intéressants. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a quelques gens qui nous écoutent. Et Pour l'instant. pour l'instant, et quand même, on a dépassé les 2000 écoutes, je crois. C'est pas mal déjà. Ah, Enfin là, ouais, félicitations. à l'époque, mais en fait, je te dis ça, mais tu vois, là où quand les gens vont écouter ce podcast, ce chiffre, il sera faux. Mais c'est pas grave. Ouais, Euh, je te souhaite que ce soit bien plus. on sera au moins à 2 millions. Parfait. Non, du coup, je voulais dire par rapport au contexte, je trouve qu'il est intéressant. Ouais. Tu arrives une usine pour faire du lean avec un responsable de production vraiment qui te donne, enfin, qui te donne cette passion, qui te transmet. Et en fait, il y a un contexte derrière aussi qui est intéressant. C'est, tu dis qu'il était le seul à en faire. Moi, j'aimerais bien comprendre au niveau de la direction. Ils étaient comment par rapport à ça? Tu vois, le directeur d'usine, le directeur de l'entreprise, eux, ils se positionnaient comment par rapport à ça et tu vois, quelle attitude Alors, ils donnaient? ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais avoir un peu de mal à te répondre parce que durant ce stage, j'ai assez peu fréquenté finalement la direction et mon ressenti du moins, c'est que toute la partie lean était vraiment pilotée par le responsable de production. C'est-à-dire Ok, qu'on avait une direction qui était peut-être plus focalisée sur la partie résultats économiques, enfin gestion un peu des différents indicateurs, mais la partie production, disons que je ne pense pas que l'implémentation du Lean, ça soit une volonté de direction initiale forte. C'est vraiment lui qui est arrivé avec une proposition en disant bah écoutez, moi je viens de tel milieu, on a une méthodologie type Lean. Est-ce que vous m'autorisez à tester et à implémenter ça dans votre entreprise? ok. Du coup, ben, c'est pas un mauvais contexte. Moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'on dit souvent qu'il faut que, tu sais, ça vienne de si le lean vient pas de la direction, ça marche pas, machin, machin. C'est Mais vrai, ouais. à un moment donné, la direction, enfin, tu vois, moi, je pense à tous les directeurs d'usine qui nous écoutent. Si jamais vous connaissez pas le lean, c'est pas grave. Du coup, tout l'exemple que tu donnes, c'est qu'il peut y avoir un directeur d'usine qui ne connaît pas le lean et son but, c'est de s'appuyer sur des ressources qu'il connaissent, comme ton responsable de production, et de les soutenir en fait, parce que du coup, lui, il a eu le cadre où il pouvait faire de l'amélioration continue. C'est ça, et je pense que lui, son vrai tour de force, c'est qu'il est arrivé dans une entreprise où la direction n'était pas nécessairement au courant de l'existence ou des façons de procéder avec le Lean. Et je pense qu'un de ses premiers challenges, ça a été de démontrer l'efficacité de cette méthodologie dans l'entreprise. Alors, il Et a fait ça comment? alors, je pense qu'il a commencé tout petit avec, on connaît là la méthodologie petit pas par petit pas. Ouais. Il a dû commencer. Alors j'ai pas eu son retour d'expérience là-dessus. Il m'a juste dit, j'ai commencé par montrer des premiers résultats sur des chantiers, vraiment des petits chantiers quoi. En gros, pour te refaire vraiment le contexte dans cette entreprise-là, c'est une entreprise donc qui a 200 ans, qui est passée dans différentes mains. Donc c'était vraiment une entreprise quasi familiale, puis après ça a été intégré à un plus gros groupe. Ok. Donc t'es passé vraiment sur un mode de gestion assez différent. Et donc en fait, avec toujours quasiment les mêmes personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Ouais. Et il y a eu vraiment un gros changement en termes de façon de gérer, en termes de politique industrielle. Donc je pense que ça a été pas simple parce que
le responsable de prod arrivait vraiment dans un contexte nouveau, et pour les employés et pour la direction. Ouais, et du coup, lui, ce qu'il a fait, ce que tu dis, c'est il a fait la preuve par l'exemple, quoi. Il a pas, il a pas dit croyez-moi, il a dit laissez-moi vous prouver. Je sais que les industriels sont des Saint Thomas. Je sais pas si tu connais Saint Thomas. C'est ça, Saint ouais. Thomas, il croit que ce qu'il voit. Voilà. Ben, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que vous fonctionnez. Je l'accepte, je comprends, tu vois, votre mode de fonctionnement. Et dans ce cas-là, je vais vous le montrer avec des faits. Je vais vous le montrer avec des chiffres. Et comme ça, vous allez voir l'efficacité que ça peut avoir, parce que c'est difficile moi je me mets à la place d'un directeur, t'embauches un nouveau mec, il arrive, il te dit oui, non, il faut faire du lean, tu sais même pas ce que c'est, tu dis qu'est-ce qu'il me parle là et puis après il te dit mais si, crois-moi, ça va marcher, et si tu lui montres pas de résultat, bah comment tu veux qu'il te croie? C'est ça. Alors il y avait plusieurs approches parmi ces méthodes de fonctionner. Par exemple, le mot il y a des pour et des contre, mais par exemple le mot lean, tu l'entendais pas dans la boîte. C'est vraiment, tu utilisais différentes méthodologies, mais jamais on parlait de lean, jamais on parlait de chantier Kaizen, jamais on parlait de ce genre de choses-là, parce que c'était des termes qui étaient bien trop éloignés de la production, tu vois, c'est des termes un peu techniques, lean. Ouais. Et du coup, en fait, à chaque fois, on parlait de chantier, c'était des chantiers d'amélioration, c'était une résolution de problèmes d'un problème énoncé. Après, il a quand même utilisé certains termes à certains éléments où tu peux pas tellement t'en passer. Un de ses premiers chantiers, ça a été par exemple d'implémenter les AIC, la structure AIC, donc animation intervalle court. Okay. Donc c'est une structure en gros de remonter, remonter et redescendre l'information pour avoir d'un côté l'information qui provient de la production, et puis aussi faire le retour, le backup de quelles informations proviennent de la direction et vont vers la production. Et ça a été un changement assez majeur dans cette entreprise-là, parce qu'on était sur un mode de management à la française très verticale, où l'information, elle va jamais de la prod à la direction, elle va toujours de la direction à la prod. Donc quand ils ont commencé à voir ça arriver, ça a été déjà un premier ok, donc ça veut dire que la direction, ils vont quand même nous entendre autrement que quand on crie, quand on se met en grève, quand enfin tu vois, il a créé un canal vraiment de discussion entre la prod et la direction. Ça a été, à mon sens, ça a été déjà un des premiers points, un des premiers gros jalons qui a fait que l'implémentation du lean dans cette entreprise, ça a été une réussite, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien quand j'interviewe des gens dans ce podcast, c'est que quand les gens qui l'ont fait le disent, ça paraît évident, tu sais, et on se dit en fait oui, il faut faire ça. Mais en fait c'est pas facile, quoi, parce que ce que tu dis là, ça paraît simple. Tu dis lui il a mis en place un AIC où on faisait redescendre dans l'AIC, c'est-à-dire je faisais remonter au directeur les données de la production, mais ensuite je faisais redescendre aux opérateurs les décisions et aussi les données des directeurs. Et donc, en fait, je me forçais à aller amener à faire que l'information circule dans les deux sens. Et ça, c'est pas simple, quoi. Il y a dû y avoir pas mal de... C'est pas simple, et puis c'est pas évident un peu dans notre, culture managériale, où on est quand même, on a vraiment un attrait pour la hiérarchie qui est quand même assez fort. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, jamais ou très rarement le directeur descend à la production pour ne serait-ce que prendre des nouvelles sur comment fonctionne telle ou telle chose. Enfin, tu vois, on a vraiment cassé un truc de la distance de la direction par rapport au terrain. Et ça descendre vraiment les escaliers, c'est la base, hein. Voilà, j'ai bien aimé parce que je vois que sur tes derniers posts LinkedIn, j'ai vu ça, la notion de descendre des escaliers, et ça m'a beaucoup fait rire parce que typiquement dans l'entreprise dans laquelle je suis, quand on fait des extensions de bâtiments, on se refuse quasiment systématiquement à construire sur des étages parce que ça fait des escaliers, et qu'en fait d'un point de vue de la symbolique, c'est une entreprise où on veut pas d'escalier. Ah ouais, trop cool. Ah putain, trop bien.
Je suis trop content d'entendre qu'il y ait des boîtes qui font ça. Parce que je te jure, ça. En fait, j'ai des amis à moi, des très bons amis à moi, qui ont une usine. C'est vraiment une super usine. Franchement, il y a franchement, la boîte, elle est géniale, tu vois. Et là, ils ont eu l'occasion de fabriquer une nouvelle usine. Et en fait, eh ben, c'est ouf, hein. Dans leur ancienne, comme dans cette nouvelle-là, alors que les mecs, tu vois, ils ont démarré de rien. Oh, il y en a aucun d'eux qui travaillait dans une usine avant. Vraiment, ils ont démarré entre potes, et puis tu vois, genre ça a créé une boîte. Et ben, il y avait Ouais. quand même un escalier. Et Ah. c'était et et quand tu Mauvais demandes, choix. il y a toujours des raisons logiques, tu vois. Ouais. Il y a toujours des raisons logiques, mais en fait, euh, c'est dangereux, quoi. C'est pas l'escalier le problème, en fait. C'est le mouvement, quoi. Là, tu C'est restes ça. bloqué, quoi. C'est alors bon, voilà, hein, le pas d'escalier, c'est un avantage quand tu construis du neuf, etc. Et puis quand t'as le foncier qui va autour. Mais moi, un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai commencé à faire les gestions d'extension. Ouais. En parlant avec la direction, je leur dis bah là ce serait tellement simple d'avoir un étage dans lequel on met le BE, on met les bureaux et tout ça, et puis l'étage en bas c'est l'étage technique, on met la prod. Et là il y a eu vraiment enfin c'était mes tout débuts dans la boîte, et il y a vraiment eu un déclic, et c'était ah non mais chez nous on fait pas d'escalier. Je dis ah ouais mais pourquoi, enfin ça paraît logique, c'est moins de mètres carrés au sol, enfin ah ouais mais nous ce qu'on veut c'est que les gens ils soient tous au même étage. C'est-à-dire que d'un point de vue de la symbolique et des valeurs que nous on véhicule, euh, tout le monde, enfin il y a pas de personne en haut, de personne en bas. De certaines boîtes, t'entends, il y a le perchoir et il y a le plancher. Il y a pas de ça chez nous. Mm. Je dis ok d'accord, bon ben c'est, enfin tu vois, hein, il y a eu un choix. Tu pouvais faire un choix économique de te dire ok je fais un étage, il y a pas de souci. Et puis il y a des escaliers, voilà. Ou alors, non, c'est je porte mes valeurs jusqu'au bout, jusque même dans l'infrastructure de mon bâtiment, où je refuse de mettre des escaliers, quoi. Ouais. Tu parles de choix économique. Moi, j'appelle ça du faux gain à court terme, en fait. Parce que à court terme, tu te dis que ça va te coûter moins cher. Parce que effectivement, bah oui, t'as moins de mètres carrés en surface. Donc forcément, les bâtiments coûtent un peu moins cher. Mais en fait, à long terme, t'y perds et tu le vois même pas. C'est ça qui est insidieux. C'est qu'en fait, t'y perds et tu le vois même pas parce que tes équipes communiquent moins, parce qu'il y a des problématiques qui passent pas les escaliers, en fait. Ah, c'est ça, Et, mais le simple fait de descendre les escaliers, c'est déjà un fait, entre guillemets, dangereux, et donc il y a des personnes qui s'évitent cet effort-là, parce que psychologiquement, ils se disent, ah, il faut que je descende, et donc après, il faut que je remonte, ou alors, ah, il faut que je monte, puis après que je redescende, donc c'est, rien que ça, c'est déjà un premier frein pour aller vers la prod, ou alors que la prod vienne à toi. ah ben ouais, mais alors c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant d'en parler aussi. Autant le manager, il a une raison de passer par la prod parce qu'en rentrant de l'usine, il est au rez-de-chaussée. Il passe forcément par la prod pour prendre les escaliers. Et le soir et machin, lui, il a une raison physique, tu vois, d'aller et au moins de passer à côté de la production. Un opérateur, pourvu qu'il n'y ait pas de casier, pas de salle de pause en haut, jamais il aura aucune raison de monter. C'est ça. Et C'est t'imagines, c'est ça, hyper et anxiogène. c'est ça, et puis ah ouais, tu montes, tu sais, ça fait un peu convocation dans le bureau du directeur, fallait monter à l'étage et là. C'est clair. Donc non, je comprends, et nous c'est vraiment un avantage qu'on a, c'est que on n'a pas de problème à ce que les personnes de prod elles viennent nous voir directement, même dans le bureau d'études ou ailleurs dans l'atelier, pour venir nous voir et puis pour nous faire part d'un problème, d'une interrogation. Enfin, ça a vraiment cassé le truc de verticalité de ton organisation, quoi. Je trouve ça trop cool. Après, j'ai aussi des contre-exemples où ça marche, hein. On peut vivre Ouais, avec des escaliers. Mais j'aime bien, du coup, cet engagement, comme tu dis, on prend les valeurs de la boîte et même dans l'infrastructure, on essaye d'y coller parce que on a envie que ça nous ressemble. Ça va coûter quelques euros en plus, mais c'est pas énorme, quoi. On s'y retrouvera et on sera content parce que du coup, on gardera nos valeurs. c'est ça. Le temps passe vite. Parler d'escalier. Du coup, premier stage, 9 mois, génial. T'apprends plein Ouais, de trucs, tu deviens amoureux du lean. Tu voilà, c'est décides ça. de changer de boîte ou t'as pas eu Alors, cette je opportunité? décide. Ouais, c'est. Alors, on va parler un peu de comment dire
De valeurs perso, la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage, je sais pas, on cite les boîtes ou pas dans ton podcast, pas forcément. Tu peux les citer, tu peux ne pas les citer. Moi, je Ok. suis quelqu'un d'assez transparent. J'ai Ok. rien à cacher, mais t'es pas obligé. Ok, la boîte dans laquelle j'étais, Cheval Frères pour ne pas la nommer, c'est une entreprise qui travaille pour le luxe, Ok. pour l'horlogerie de luxe, pardon. Euh, c'est essentiellement remontoir de montres, etc. Et tu travailles pour des grandes marques, quoi. En travaillant, en faisant mon stage dans cette entreprise-là, à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi la finalité de ton travail? Pour qui est-ce que tu travailles? Pourquoi? Quelle est la finalité? Et en fait, la finalité, c'est tu travailles pour créer un objet d'exception, pour travailler dans le luxe, et puis c'est tout. Et ça te parlait pas, ça? Et ça me parlait pas. Voilà, j'ai eu un petit cas de conscience, quand j'ai eu les différents emplois, à me dire, ok, mais il faut que je travaille et que mon travail, la finalité de mon travail, il ait un sens. Certes, aider les personnes à la prod, aider les personnes dans les bureaux, ça a un sens, mais la finalité de tout ça, le pourquoi finalement est-ce qu'on fait tout ça, pour moi, il fallait que ça ait un sens. Et avant même de terminer mon stage, alors ça, grande chance de cette époque-là, avant de terminer mon stage, je reçois une offre d'emploi pour la société Imasonic, donc Haute-Saône, je sais pas si tu situes à peu près, Franche-Comté, de mon accent. Nous, on est moi, je suis dans le sud, je suis à Toulouse, donc. Tu vois, t'as pas trop l'accent toulousain. Donc je reçois une offre d'emploi de cette entreprise. Alors, je connais pas du tout. Imasonic, ok, transducteur à ultrasons. Et puis je cherche un peu, je dis ok, vous faites quoi avec des transducteurs à ultrasons? Puis on fait du CND, contrôle non destructif, donc sur des matériaux, des matières, pour l'aéronautique, donc tu sais, contrôler une biellette de métal, contrôler une aile d'avion, donc voilà, en gros de l'échographie pour les matériaux. Et puis on fait aussi du traitement médical. Je dis ok, du médical, et vous traitez quoi et tout? On traite avec ça, on traite des cancers, on traite des problèmes cardiaques, on traite quand on fait du médical, traitement médical. Et là je fais le lien un peu avec mon histoire perso, donc je te passerai un peu les détails, mais je me dis en fait là ce que je vais faire, la finalité, ça aura un sens pour moi. Yes. Donc je me suis dit banco quoi. Alors voir si le poste me plaît, mais là en termes de, tu vois, la case ce que tu fais, il faut que ça ait un sens, check, coché. Ça c'est bien, ça, c'est important. Et du coup tu commences chez eux, et quand tu arrives, c'est quoi l'état de l'amélioration continue, vu qu'on n'a plus le droit de dire le mot lean? Alors, on a le droit de dire le mot lean. Alors c'est quoi l'état du lean chez Imasonic? Imasonic, pareil, contexte, c'est une entreprise familiale qui a 30 ans et qui emploie environ, alors moi je suis arrivé, il y avait 100 personnes, aujourd'hui il y en a 120. C'est une entreprise vraiment familiale créée par un couple et un ami. Okay. Ils sont 3 ou 4 fondateurs. Et à l'heure actuelle, c'est les enfants de ce couple qui ont repris la direction. Donc vraiment familial, quoi. Ok. Et donc ils sont vraiment sur un marché de niche, donc transducteurs à ultrasons sur mesure. L'état du lean dans cette entreprise, en fait, il y a pas vraiment de structure lean à proprement parler. Il y a des bonnes pratiques. Il y a des méthodologies et des outils issus du lean qui sont employés, entre autres le 8D à la qualité par exemple. Le 8D c'est quoi? 8D, alors c'est une démarche, en gros c'est une démarche de traitement et de résolution de problèmes en 8 étapes. Okay. La première qui consiste à, il me semble, définir l'équipe de travail. Dans les 6 autres dés, j'ai plus l'ordre en tête, mais j'aime bien cette méthodologie parce que le dernier dé, c'est célébrer la fin de la résolution du problème. Ok. Je l'ai sous les yeux.
Voilà. Préparer le processus, décrire le problème, identifier et mettre en place les actions, identifier les causes profondes, valider et mettre en place les actions correctives permanentes, mesurer l'efficacité des actions correctives permanentes, prévenir toute récidive en standardisant les actions d'amélioration et féliciter l'équipe 8D. Voilà. Ok. Donc c'est après voilà libre à chaque service d'utiliser la méthodologie qu'il veut. Le Lean c'est fun parce que c'est pas que une grosse boîte d'outils, mais il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Donc eux ils utilisaient le 8D. Okay. Et sinon il y a pas énormément de choses implémentées quoi. Ok, mais du coup, ils utilisent quand même une méthode Lean sans forcément qu'il y ait de personnes qui soient responsables de l'amélioration continue et sans forcément qu'il y ait une grosse culture dedans, quoi. C'est ça. Ok. Alors C'est il bien y a aussi, eu ça veut dire. ouais c'est bien, il y a déjà des premiers germes. Il y a eu aussi quelques alors en fait tu vois il y a eu des tentatives d'utilisation de méthodologie par petites touches. C'est-à-dire que je rentre dans les salles de réunion, je vois des chapeaux de couleur, je vois des dossiers traîner sur apprendre à traiter une cause racine. Je vois deux trois trucs passer, donc c'est-à-dire que le lean, ça leur est pas totalement inconnu, mais tu sens qu'en fait il y a eu différentes tentatives et que ça a pas nécessairement abouti quoi. Ok. Et du coup, toi, t'es embauché pour faire de l'amélioration continue. Alors moi j'ai plusieurs casquettes parce que les PME c'est ça et c'est ça que j'aime. C'est que je fais un peu d'amélioration continue, ouais. Enfin, je fais quasiment moitié d'amélioration continue. Et l'autre partie, c'est tout ce qui touche aux implantations. Implantation de machines, de moyens, de gestion des extensions de bâtiments. Et finalement, c'est aussi un domaine que je lie au Lean, parce que j'utilise des méthodologies Lean aussi dans la partie implantation, mise à disposition des moyens. En particulier tout ce qui touche un peu à l'optimisation des postes. Ok. Du coup, quand t'es arrivé et durant ta vie dans le Lean, ça a été quoi là où les plus gros échecs que t'as subis? Alors, il y a le plus gros échec. Je pense que ça a été alors je vais te parler d'un échec chez Imasonic. Okay. Le plus gros échec, ça a été de vouloir implémenter les AIC dans les ateliers. C'est une expérience qui est assez similaire à celle qui est racontée dans ton premier podcast, je crois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors d'école avec une impression de sachant, alors qu'en fait, tu sais rien. Tu sais rien. Et t'arrives dans une entreprise où, en plus d'être jeune, t'es inexpérimenté. Et tu te dis, bah ok, je vais prendre ce que j'ai vu en stage, par exemple, et puis je vais faire un copier-coller. Et c'est quasiment la même expérience que pour ton premier podcast. C'est ça marche pas en fait d'implémenter un AIC avec des indicateurs standards. Ok, on va parler on va parler qui est-ce qui était pas là cette semaine, quels sont les indicateurs de retard, quels sont les indicateurs d'avancement sur tel projet. Et en fait, c'est tout simple, c'est que les gens de prod, qui sont les premiers intéressés par les AIC, ils s'y retrouvent pas dans tes indicateurs. Donc évidemment que le truc il vit pas. Évidemment que les gens quand ils sont là devant le tableau AIC, ils se regardent un peu dans le blanc des yeux et puis c'est c'est sympa ces indicateurs là, mais vulgairement je m'en fous quoi. Et donc en fait tu perds l'intérêt du truc. Et si t'es pas là pour essayer de faire une perfusion pour que ton tableau d'AIC il survive, il dépérit. Et c'est ce qui est arrivé en fait. C'est que à défaut d'avoir mis des indicateurs qui avaient du sens pour les gens en prod, j'ai mis des indicateurs standards, un peu bateau. Donc le projet AIC, j'ai dit ok, on va essayer de plancher un peu dessus. J'ai adopté une position, je pense, beaucoup plus humble que par rapport au moment où je suis arrivé. Et je me suis dit, en fait, Robin, toi, t'es le mec un peu con, et puis tu vas écouter un peu ce qu'on te dit dans l'atelier, et puis tu vas faire un peu ce recueil de besoins-là. Et ça, je pense que ça a été la meilleure leçon professionnelle que j'ai reçue à date,
parce que cette position du gentil naïf, quand t'arrives pour résoudre des problèmes, c'est une position qui fait souvent des miracles, parce que c'est ce que tu dis aux gens, c'est pas moi qui vais trouver la solution à vos problèmes. Moi, je vais vous aider à résoudre en utilisant, enfin, en suggérant quelques méthodologies, en suggérant quelques petites choses comme ça, en vous posant énormément de questions. Pourquoi, entre autres. Et finalement, c'est vous qui allez être des artisans de votre propre résolution de problème, quoi. Et donc sur les tableaux d'AIC, ça a marché. Et puis en fait, c'est une position que là je continue d'avoir par rapport à la prod, et à chaque fois c'est banco, quoi. C'est vrai que c'est fou à quel point c'est puissant, ça, et à quel point on se rend pas compte de la puissance de ça tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas laissé faire, en fait. Et C'est ça. je t'invite à écouter un de nos épisodes de podcast après avec Gauthier Bévier, qui travaille chez Kersia, et lui qui est à un haut niveau dans l'entreprise. En gros, il se considère comme une fonction support. C'est ça. C'est ça, parce que alors c'est marrant parce que tu vois, moi méthode, je me considère, enfin je suis considéré comme support prod. Ouais. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que quand les gens me disent il y a tel problème qui remonte assez régulièrement et tout ça, faut résoudre le problème. Je dis c'est pas moi qui vais résoudre le problème, c'est vous. Et puis moi je vais vous poser des questions. donc voilà, quoi. Le lean, enfin la résolution de problème, pardon, à cette dimension-là, c'est moi je bosse 20%, parce que faut juste que je trouve les bonnes questions à poser, et le 80% c'est les personnes qui ont le problème qui ont les solutions, en fait. Donc je veux dire, c'est alors je dis ça, je vais peut-être faire passer le lean pour une comment dire un truc de feignant, mais pas du tout. Justement, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ceux qui vont penser que c'est un truc de feignant, ils ont pas compris. Voilà. Enfin, honnêtement, c'est beaucoup plus. Tu vois, moi, j'ai un exemple super simple pour ça. Bon, t'as pas d'enfant, moi non plus, mais t'as ton gamin. J'ai été animateur colo. Hein. Bref, t'as un enfant, t'as un enfant qui fait tomber un verre d'eau. Alors du coup, c'est une très mauvaise comparaison parce que je ne veux pas comparer les opérateurs à des enfants. C'est pas grave, je me suis lancé dedans, c'est trop tard. Bref, un enfant fait tomber un verre d'eau. Soit jamais, tu l'engueules, tu nettoies à sa place, tu le grondes. Du coup, il a rien appris, il a rien fait, et toi, t'as perdu du temps, tu t'es fatigué. T'as frustré aussi. T'es frustré, tout le monde est frustré. Soit du coup, tu lui expliques, tu le laisses réparer, tu lui demandes comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire d'abord, etc. Tu le laisses être maître de ça et il va apprendre. Et la prochaine fois, il le fera tout seul. Et en fait, et toi, t'es là en fonction support, quoi. C'est ça. C'est totalement ça. Et en fait, j'allais dire le plus gros travail finalement là-dessus, le travail de la personne qui fait du lean, qui fait de l'amélioration continue, c'est de faire changer l'esprit de l'autre, de la personne qui rencontre son problème, pour qu'elle modifie sa façon de voir les choses. En fait, de ma maigre expérience du lean, ce que je constate, c'est qu'on est souvent éduqué, en fait, à solutionner un problème en proposant immédiatement une solution. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, on n'a pas pris le temps de se pencher un peu sur le problème, le vrai problème. Et puis la solution qu'on propose, soit elle marche un temps et puis au bout d'un moment ça marche plus, soit ça marche pas du tout puis ça génère de la frustration. Enfin bref, t'as plein de possibilités. Moi, ce que j'utilise, c'est un espèce de du storytelling quand je suis en face de ce type de problème-là. Donc j'ai un opérateur ou un groupe d'opérateurs qui ont un problème. Et souvent, donc on commence la réunion, je leur dis ok, c'est quoi le problème? Le problème c'est ça. Ok, là tu sens que ça commence, ça part. Ok, c'est que des choses pas forcément objectives, tu vois, un peu de subjectif. Tout ça. Et l'objectif subjectif, c'est pas facile. Voilà. Ça mérite un autre épisode. Ça. C'est ça. Et du coup, je leur fais un petit storytelling, en particulier pour résoudre la question de la cause racine de leur problème.
Et ça, en général, ça fait son petit effet. La petite histoire, c'est vous êtes dans votre atelier et puis il y a une flaque d'eau par terre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, la majorité des réponses, c'est je nettoie la flaque d'eau et puis voilà. Je leur dis ok, vous avez nettoyé la flaque d'eau. Le lendemain, vous revenez, il y a exactement la même flaque d'eau au même endroit. Vous faites quoi? Je nettoie la flaque d'eau et puis je sais pas, je regarde en l'air. Tu vois, ok, en l'air, tu vois qu'il y a le toit qui est troué. Tu fais quoi? Je répare le toit, je nettoie la flaque d'eau et puis c'est bon, je repars à mes occupations. Je dis ok, d'accord. Troisième jour, tu reviens, il y a encore la flaque d'eau. Tu fais quoi? J'adore. Je regarde encore en l'air. Je dis ouais, et en l'air, il y a encore un trou dans le toit. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, en général, chacun part de sa petite vanne. Faut changer de toit ou un truc comme ça. Je leur dis non, en fait, il y a un trou dans le toit parce qu'il y a une branche d'un arbre qui est tombée sur le toit. Vous faites quoi? Je sais pas, j'enlève la branche, je répare le toit, j'enlève une flaque d'eau. Ok. Je leur dis ok, bon, vous revenez une semaine plus tard et il y a encore une flaque d'eau. Vous faites quoi? Et là, ils disent c'est encore la branche là? Et ouais. Et la branche, elle vient d'où? Elle vient d'un arbre qui est planté à 5 mètres de l'entreprise. Et là, en fait, souvent, c'est faudrait qu'il y ait plus d'arbres, ça. Je dis voilà. Donc en fait, le truc, c'est que à l'origine, je vous dis, il y a une flaque d'eau. Le premier truc qui vient, la solution, c'est j'enlève la flaque d'eau, je nettoie la flaque d'eau, et puis tac, problème réglé. Faux, le problème, il est pas réglé. Le problème, il sera réglé quand tu auras enlevé l'arbre qui est au bord de l'entreprise et que tu auras enlevé la flaque d'eau, réparé le toit, enlevé la branche. Et là, en fait, en général, les gens ils disent ah ok, d'accord. Donc la source, la cause racine finalement de mon problème, de ma flaque d'eau, c'est pas tant le fait que toi tu sois personne quoi, c'est l'arbre qui était planté juste à côté. Et je leur dis et le point de plus, alors là tu vas rentrer dans la notion de standard, à quoi ça sert un standard dans le Lean, c'est le plus que tu capitalises, c'est la prochaine fois que je fais une extension de mon entreprise, je plante pas d'arbre à 5 mètres, je le planterai à 10-15 mètres, tu vois. Et donc là, souvent, les gens ils disent ah ok, d'accord. Donc en fait, mon problème, des fois, faut vraiment que j'aille chercher plus loin. Et c'est un peu la même idée que le 5 pourquoi, où finalement tu te rends compte que en général, tu arrives rarement à aller au-delà de 3 pourquoi. Mais c'est ce petit storytelling, en général, en réunion, il fait son effet. Et quand je recroise les gens dans la boîte plus tard, parce que je fais régulièrement du détour usine, souvent ils me reparlaient de cette histoire-là. En me disant, enfin, ça, je te parle de ça, le storytelling, c'était dans d'autres boîtes encore, mais non, mais c'est top. Ça faisait vraiment son effet, et tu sentais qu'en fait les gens avaient complètement changé leur façon de voir les choses, et du coup, quand on faisait des réunions de résolution de problèmes, la première c'était vraiment le storytelling, et les deuxième, troisième, tu sentais que ils voulaient chercher vraiment le truc qui allait pas, et quitte parfois à aller presque un peu trop loin, puis c'est moi qui détemporisais en mode non attends, ça c'est un truc c'est un peu un impondérable, on peut pas y faire grand chose. Ah ouais, t'es sûr? Parce que donc tu sentais qu'ils étaient vraiment motivés quoi. Non, mais ça j'adore ces comparaisons, ces exemples comme ça. Celle-là elle est très très bien. Je pense que ça va être l'extrait de teaser qu'on va mettre en début d'épisode. Cool. Et ça va faire un peu long comme teaser. Ouais, c'est un peu long. On arrive bientôt à la fin là. Je vois l'heure qui défile. Il me reste 3 questions, mais j'ai pas de doute qu'elles vont durer pas mal de temps encore. La question que j'aime bien poser parce que généralement elle suscite débat et on peut partir un peu plus loin. Est-ce que tu as un coup de gueule du haut de ta jeunesse et de ta fraîcheur à passer à l'industrie en France? Alors, à l'industrie en France, waouh, c'est chaud comme question hein, pour un petit jeune comme ça. Alors, moi pareil, contexte. Moi, je suis issu d'une formation école d'ingénieur. Ouais. Alors bon, du coup, je vais pouvoir faire 2 coups de gueule. Je suis issu d'une formation classique prépa école d'ingénieur, voilà. Et j'ai eu la chance d'aller faire un double diplôme au Québec. Okay. Et j'ai bossé un peu en entreprise là-bas. Et j'ai un peu fréquenté ce que c'était qu'une organisation avec un management plus style horizontal.
Ok. Et ce que j'aurais envie de dire aux entreprises en France aujourd'hui, c'est casser un peu ces codes de management verticaux où le directeur ne descend pas, ou alors le manager c'est le mec qui flique tes résultats, ou ce genre de choses là. Casser un peu ça et arrêter de construire des escaliers et aller voir la prod, parce que c'est des gens qui souvent sont quand ils sont pas heureux de leur travail, c'est souvent parce qu'ils sont en manque de reconnaissance, c'est souvent parce qu'on leur donne pas les outils nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail. Ils sont super demandeurs en fait, ces gens-là. Tout le monde est demandeur en fait d'améliorer ses conditions de travail, mais on leur donne pas les outils pour le faire. On est encore Déjà, sur un l'écoute, mode comment l'écoute, tu dis? tu disais, Ouais, l'écoute de base, mais c'est des gens qui ont un cerveau, quoi. Donc et en fait après c'est soit tu les aliènes tellement dans leur travail qu'ils pensent même pas à ça, soit ils ont envie et puis on leur donne pas les moyens de le faire. Et franchement, laisser faire les gens l'amélioration de leur poste de travail, de leurs conditions de travail, et en termes de gains, on va parler en en qualité de vie au travail, en bonheur au travail, et puis même, soyons clairs, hein, en termes de productivité et de chiffre d'affaires, mais vous allez faire des bonds, mais stratosphériques, quoi. Donc ça, c'était le petit coup de gueule. L'autre petit coup de gueule, c'est plus d'actualité, c'est la question des frais des frais de scolarité. Je sais pas si tu as entendu un peu parler de ça. Non, vas-y, mais attends. De toute façon, la formation, ça touche aussi l'industrie pour moi. Enfin, Ouais, bah voilà, bah dire. c'est notre président qui parlait de la remise en cause des frais de scolarité en France. Moi, à l'origine, je suis étudiant boursier. Donc, c'est-à-dire que le parcours que j'ai eu, j'ai pu le faire grâce à cette notion de quasi-gratuité, alors ce qui est pas vrai, hein, quasi-gratuité de l'éducation supérieure en France. J'ai envie de dire, bah, heureusement que c'était ça, parce que sinon j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait, et j'aurais jamais pu m'épanouir autant au travail que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc moi ça m'inquiète un Je peu, suis quoi. bien d'accord. Hein. Alors, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais Voilà. je suis totalement d'accord. Je pensais que tu allais plus parler de la manière dont les écoles perçoivent le lean et de Ah la bah réalité. Tu sais, non, ouais. on te Bah, si tu dit. parlais de ça, oui, c'est. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un sujet important. Moi, j'avais un autre coup de gueule, et je pense que ça va être l'épisode qui sortira juste avant toi, ou je sais plus exactement. Mais on manque de managers formés au lean, quoi. Donc putain, il faut investir, quoi. Ah bah oui. Donc c'est pas le moment de rendre l'éducation encore plus chère que ce qu'elle est déjà. Au contraire, il faut la rendre moins chère que ce qu'elle est déjà, et il faut investir parce que ça fera des miracles. C'est ça. Merci pour les coups de gueule, du coup. Bah, de rien. Merci, ça me fait du bien, ça fait plaisir. Pour conclure, du coup, il va me rester 2 questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu as un livre, un épisode de podcast, une vidéo YouTube, un article que tu conseilles à des gens qui s'intéressent au lean dans leurs usines et qui ont envie d'implémenter ça? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont envie d'en apprendre plus sur le lean? Waouh. Alors j'ai peur de te sortir des grands classiques là. Vas-y, les classiques, c'est toujours bien. Hein. C'est des classiques, c'est pas pour rien. Les classiques, c'est évidemment Alerte sur la banquise et Le But. Alors attends, Alerte sur la banquise, mais moi je connaissais pas. Ah ouais. Alors Alerte sur la banquise. Alors j'ai plus Alerte sur la banquise. Ok. Mais qui traiterait peut-être plus de lean management que de lean à proprement parler. Le But aussi, qui est assez intéressant. Le But, ouais, comme classique, ouais. Voilà, il y a un film d'ailleurs là-dessus, il me semble. Ah non, il y a un film.
moi, je me souviens avoir vu un film absolument génialissime où t'avais un mec qui était dans une. Tu sais, c'est un film genre des années 80 aux États-Unis, Ouais. donc t'as l'impression de voir un téléfilm, t'as l'impression de Yes. regarder Malcolm, quoi, c'est trop drôle. Et, euh, et en fait, donc le mec, il était responsable de production ou je sais pas quoi dans une usine ou directeur. Ils ont tout un processus de fabrication et au milieu, ils ont mis un robot qui a coûté je sais pas combien et qui est censé faire 300 pièces à l'heure. Je sais plus si c'est 300, enfin bref, qui est censé avoir un gros rendement. Sauf que l'usine n'arrive à produire que 30 pièces à l'heure. Et ils Ouais. comprennent pas, et ils arrêtent pas d'optimiser le robot. Et lui, en parallèle, il fait et c'est vraiment le film, hein, c'est pas moi qui l'invente, il fait une Ouais. randonnée avec son fils scout, où il est le seul adulte, et il a genre une dizaine de gamins, il doit faire une randonnée de plusieurs jours. Sauf que dans les groupes de scouts, il y a un petit gros, et c'est vraiment le film, hein. Et du coup, ben, le groupe peut pas aller plus vite que le gamin qui marche le moins vite, c'est normal. Bah oui, oui. Et du coup, il réfléchit à plein de stratagèmes pour avancer plus vite, prendre son sac, machin, enfin bref, plein de trucs. Et en fait, il se rend compte, c'est parallèle, c'est vraiment le film, c'est ça quoi. Il fait le parallèle entre son voyage en scout, où il a sa révélation, et quand il rentre à l'usine, il comprend qu'en fait, juste avant sa machine, il y a un goulot d'étranglement, et qu'il en fait, au lieu Ah d'avoir ouais. un mec, il faudrait en avoir 10, et du coup, là, la machine suivante, elle aurait bien, enfin bref. Ok, le beau parallèle entre Viréel et Lynn, quoi. C'est ça. Et du coup, Alerte sur la banquise, je connaissais pas, Ouais, il y a il a Alerte l'air sur la assez banquise friendly. qui est sympa. Et puis un truc qui se lit super facilement aussi, qui est sous format de BD, c'est L'usine du futur. Euh, Joël Duflo, Laurence Ferrari et Guillaume Pinchina, je crois. C'est quelque chose comme ça, les auteurs. Et en gros, c'est l'histoire d'une station de ski qui est désertée. Et, Ok. et il faut que les gens se réinventent pour à nouveau ramener des touristes. Et donc ils décident de fabriquer des luges. Et en fait, toute l'histoire après, elle déroule différentes méthodes, différentes techniques du lean. Et c'est vraiment ultra facile à lire. C'est ultra ludique. T'apprends énormément de choses dessus. Et même moi, de temps en temps, je le relis en me disant ah ouais, mais c'est ça la finalité d'un 5S. Ah ouais, mais c'est ça la finalité de cette méthodologie. Et puis vraiment pas perdre des yeux le comment ça marche, le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Trop bien. Et ben parfait. Merci beaucoup, Robin, pour tout ça. Il nous reste une dernière question. J'aime bien inverser le truc aussi parce que l'invité, il se fait bombarder à chaque fois de questions. Il a pas trop le temps d'en poser. En même temps, c'est normal. On est là pour écouter ton expérience. Mais du coup, ben, la dernière question, c'est est-ce que tu as une question pour moi, un truc que tu aimerais me poser? On inverse les rôles. Euh, euh, ouais. Comment t'as fait pour perdre ton accent toulousain? Non, je sais pas. Ça, je l'ai jamais Non. eu, je suis deg. On m'appelle le Ah, tu Bordelais l'as de mes jamais cheveux. eu? Je l'ai jamais eu. Pourtant, je suis né à Toulouse, mais je sais pas. Oh la vache. Non, plus sérieusement, une question à te poser. Euh, Après, on risque de parler de déclic parce que j'ai un peu mon truc, c'est un peu le comment t'es venu l'idée de faire ce bouton, ce push button de déclic, quoi. Mais je sais pas si T'as le si droit, t'as si, déjà eu la si. question ou quoi, ou si t'as envie d'en parler. Ouais, ouais, je crois qu'on me l'a déjà posé, mais en fait, j'aime bien raconter l'histoire de comment ça a démarré parce que plus je la raconte et plus je réapprends des trucs. C'est un peu comme toi qui relis ta BD. Plus je raconte cette histoire et plus je fais des réalisations sur ce que doit être Déclic et ce que doit être notre produit. Je me dis, en Ouais. fait, je me la suis peut-être pas, je l'ai pas assez vécu cette histoire. Ok, En gros, vas-y. pour faire très court, parce que j'ai quand même pas mal de fois raconté, euh, je visite un atelier. Moi, je travaille à l'époque dans un accélérateur de start-up dont le but est de créer des start-up. Et Ouais. donc, j'ai l'opportunité on va visiter des ateliers, des usines ou des entreprises d'autres types, mais là, on visite une usine. Le matin, on va faire le tour de différents postes. Et à chaque fois qu'on s'arrête sur un poste de travail, on demande à l'opérateur, raconte-nous ta pire journée. Là où tout se passe mal. Et de là, il va nous raconter des problèmes. Et de ces problèmes, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen, avec des objets connectés, avec la digitalisation, de venir résoudre ces problèmes-là. Et on voit un opérateur qui assemble des pompes. C'est des pompes qu'on met dans les avions. Et l'opérateur nous dit voilà, moi mon métier, je suis formé, c'est un truc assez technique, j'assemble des pompes, je fais des tests de pression, je mets 4 heures à assembler une pompe.
J'arrive à en assembler 2 par jour normalement, c'est ce qui est marqué sur la fiche méthode. Enfin, je devrais en faire 2 par jour, mais j'arrive à en faire à peine 1,5 par jour parce que je suis tout le temps perturbé, j'ai tout le temps des trucs qui me ralentissent et notamment, je suis tout le temps obligé d'aller au magasin chercher des vis parce que le magasin qui me fait des paniers avec les vis en titane spécial, etc., soit il s'est trompé dans une référence, soit il en manque, etc. Ça arrive vraiment souvent. Ok. Et déjà, il y a un parallèle que j'aime bien faire, c'est que le mec, il produit en termes de chiffre d'affaires, je crois que c'était 40 000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est-à-dire que les 2 pompes qu'il a assemblées, elles vont être vendues 20 000 euros chacune. Alors, il est dans une chaîne, hein, il n'est pas tout seul à faire ça, mais disons que tu vois, son taux horaire par rapport au chiffre d'affaires, on s'en fout. Tu vois. Donc là, tous ceux déjà qui me disent que pour faire des réductions de coûts dans une usine, il faut moins payer les mecs ou en embaucher moins, c'est faux. Ouais. C'est totalement faux. Ouais. Bref, du coup, le gars, il nous dit ça. Et la première question qu'on lui pose, parce que si tu veux résoudre le problème, il faut savoir combien tu perds, on lui dit, OK, combien de fois ça arrive par jour? Et il nous dit, je sais pas. Moi, je dis, mais attends, c'est pas possible que tu saches pas, tu mets pas ça sur des feuilles de papier ou quoi? Il me dit, si, franchement, on l'a fait pendant un temps, le papier, mais on perdait des heures. Le responsable de production, il en avait marre. Il rentrait 50 feuilles de papier par jour sur Excel. En plus, c'était galère. Enfin, pas pratique. Je dis, OK, pourquoi tu utilises pas l'ERP? T'as un PC sur ton poste de travail, t'as ton ERP, t'as juste à remonter l'incident. Il me dit, sors ton chronomètre, tu vas rigoler. Et là, il commence à déclarer un incident de vis manquante. Et c'est ça le truc génial. Ça lui mettait 4 minutes d'aller chercher une vis. Ça lui mettait 10 minutes, montre en main, de déclarer l'incident dans le ERP. Ah ouais, ok. Là, le système, ils sont tous comme ça, mais c'est normal. Ces systèmes-là, ils sont géniaux, mais pas pour ça. C'est pas leur métier. Bref. Du coup, ça, c'est le premier truc où on se rend compte qu'en fait, il a rien pour compter facilement. Donc là, on lui met les boutons. Voilà, il y a un bouton poussoir par problème. Dès qu'il a l'arrêt, il clique. Et il fait rien d'autre. Donc ça lui prend vraiment une seconde de cliquer sur le bouton dès qu'il lui manque une vis. Ça lui résout pas son problème de vis, mais au moins on compte et on sait combien de fois ça arrive. Et en fait, moi là où j'ai eu le déclic, c'est que ces données qu'on a collectées pendant 3 mois, nous du coup, on les a mis dans des Pareto, on a regardé, on les a convertis en temps et on les a convertis en chiffre d'affaires perdu. Ouais. Et en fait, quand on est arrivé devant le directeur de l'usine, et pour mettre du contexte, ce directeur d'usine, ça faisait 3 ans que tout le monde, opérateur et responsable dans la chaîne, lui demandait d'embaucher des gens au magasin. Et lui, ça faisait 3 ans qu'il disait, franchement, j'y crois pas. Arrêtez de vous moquer de moi. On va pas embaucher un mec pour des vis manquantes. À un moment donné, on est quand même, tu vois, genre, et quand il dit comme ça, et quand tu l'entends comme ça, tu te dis, bah ouais, non mais quand même, on va pas embaucher un mec pour des vis manquantes. Franchement, et moi, je vois ce directeur avant, et en fait, il me dit, j'y crois pas. Il me dit, j'ai pas de chiffres. Comme j'ai pas de données, comme je sais pas la vérité, je suis obligé de me baser sur mon instinct. Et il me dit, mon instinct me dit, j'y crois pas. Et moi, je me souviens le jour de cette discussion-là, mais j'y croyais pas non plus. Ah ouais, t'avais presque retourné. En fait, je l'écoutais, je voyais le truc. Et si tu veux, quand t'as pas les chiffres posés, quand t'as pas mis du factuel, tu vois, pas du ressenti, pas du feeling, mais vraiment du factuel. Et ben franchement, ouais, tu peux la prendre cette mauvaise décision et tu te rends pas compte que c'est une mauvaise décision. Sauf que du coup, on a mis les boutons et on a dit, ok, non, il faut qu'on chiffre, il faut qu'on sache déjà combien, parce que c'est pas normal. Si on sait, c'est pas normal qu'on sache pas combien. Au pire, il a raison. Et au moins, les opérateurs, ils voient bien que c'est pas possible de solutionner le problème comme ça parce qu'on perd pas tant d'argent que ça. Mmh. Ça, c'est ce qui est quand même important à voir et que du coup, on va essayer de trouver notre méthode. Et au mieux, il a tort et on a un budget, quoi. Et ben en fait, il avait pas tort, mais il avait méga tort. Il s'est trompé. En fait, il perdait sur 40 opérateurs, il perdait 6 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Wow. Et c'est rien, franchement. Depuis qu'on a lancé Déclic, je te le dis, c'est rien. Enfin, c'est pas extraordinaire. C'est pas le meilleur cacté, quoi. On a des trucs encore plus. Mais en fait, ce qui était fou, c'est que quand on lui a montré les données, c'est la première fois, et il nous l'a dit, qu'il voyait des données chiffrées avec des euros en termes de chiffre d'affaires. C'est la première fois qu'il avait assez d'informations
où il avait compris le problème, compris le contexte de la mesure, compris le problème qui coûtait le plus d'argent, compris à cause de quoi on pensait qu'il était dû, on n'était pas sûr, mais en tout cas on pensait que ça venait de là, et compris combien d'argent il pouvait gagner. Parce que c'est-à-dire que du coup, en gros, ce qu'on lui a dit, c'est si jamais on embauche une personne de plus au magasin, potentiellement, on peut aller chercher jusqu'à 6,4 millions, je crois que c'était, de chiffre d'affaires. Et en fait, là, il a fait un truc qui a estomaqué, je me souviens, tous les responsables, et il y avait quelques opérateurs, parce que c'était un projet avec l'écosystème, bref. Et il a pris la décision comme ça. Il a dit, OK, allez, vas-y, on embauche quelqu'un et on regarde si ça marche. Et t'as tout le monde qui était... Moi, je me souviens, en fait, le vrai déclic que j'ai eu, c'est pas quand lui, il a dit ça, maintenant que j'y pense, c'est quand la tête des responsables de production. Parce que même eux, ils pensaient pas que c'était possible que leur directeur leur donne un budget aussi facilement. Et en fait, c'est juste que on avait pris la peine de transposer les données et de les traduire et de les digérer pour qu'ils puissent les comprendre facilement et qu'ils puissent prendre une décision. Parce que eux, à chaque fois qu'ils lui montraient un PowerPoint ou une réunion, c'était des trucs, oh là là. Et c'est normal, eux, ils sont, tu vois, dans leur... En fait, je leur en veux pas, ils sont de leur métier. Enfin, t'es un responsable de production, t'es manager, t'es dans tes chiffres, t'es dans ta prod, t'as ton truc avec les commandes, avec les appros, enfin, t'as tellement de merde à gérer, t'es dans ton truc, quoi. Et en fait, c'était prendre le temps de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Du coup, c'est comme ça que l'idée nous est venue, c'est que on s'est dit, il faut qu'on prenne le temps d'aller collecter des données et d'aller les transformer pour les industriels, pour les aider à faire de l'amélioration continue, pour les aider à décider sur des faits et pas sur des sentiments. C'est ça. Bah, franchement, initiative au top, parce que c'est exactement ça. C'est déjà traduire le langage, le langage que la personne comprend. Donc, on comprend que les dirigeants, ils parlent souvent en euros, quoi, et convertir vraiment des données factuelles de terrain en données, quoi, enfin en résultats. Donc c'est ça. Et puis après, tu vois, tu le disais, la donnée, elle doit faire un aller-retour. C'est-à-dire qu'une fois que lui, il a dit OK pour un budget, et ben, ce qu'il attend en retour, c'est que les opérateurs lui remontent, est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que ça a réduit leurs soucis ou pas? En fait, et on s'en fout que ça marche ou pas, à un moment donné. On veut juste savoir si jamais c'est ça le problème. Enfin, si c'était ça la source du problème. Et si c'est pas ça la source du problème, mais c'est pas grave, on teste autre chose. C'est ça. Le droit à l'erreur, tu vois. Bah, c'est un autre sujet, je pense. J'espère que tu pourras traiter, mais le droit à l'erreur, c'est un pilier fondamental dans le lean, hein. Si tu te trompes pas, t'as du souci à te faire, quoi. Ouais, c'est clair. Il faudra qu'on refasse un épisode. Enfin, on peut pas tout condenser. En tout cas, merci beaucoup, Robin, d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si jamais vous voulez poser des questions à Robin, vous souhaitez échanger avec lui, l'épisode a été publié sur LinkedIn. On l'a tagué, donc vous pouvez lui poser des questions sur LinkedIn. Et si jamais vous voulez participer au Déclic du Lean ou vous connaissez quelqu'un qu'on devrait absolument interviewer, n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires ou à me l'envoyer par email arnaud@declique.fr. Et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Robin, bonne journée. Merci Arnaud, salut. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, eh bien, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declique.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le lean dans les usines.